Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Et comme tous les lundis soirs, les vraies voix citoyennes avec le duo irremplaçable du lundi soir de 19h à 20h sur Sud Radio. Bonsoir Aurélie Gros, coprésidente du G500. Tout à fait. En forme. Stéphane Pellet, coprésident du G500. Ça va ? Avec grand plaisir pour vous retrouver, ainsi que notre chère Cécile qui va peut-être nous rejoindre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qui va nous rejoindre dans quelques instants. Je commence. Au sommaire de l'émission, le taux de confiance dans la justice s'effondre à 44% en 2023. Paradoxe, les Français n'ont jamais été autant en demande de justice et, en même temps, aussi critiques à son égard. Cette injonction contradictoire conduit tout droit de l'institution judiciaire vers un burn-out et la déliquescence. Elle affaiblit chaque jour un peu plus l'état de droit, déjà malmené. Tel est le constat alarmant que dresse l'association Amour de la Justice, AMOUR. Jérôme Posa, magistrat, sera avec nous pour en parler. 57% des Français éprouvent un sentiment de confiance et ou de sympathie pour la police, mais le dialogue reste rompu avec une partie d'entre eux. La police de proximité, démantelée en 2003 par Nicolas Sarkozy, pourrait-elle être une solution pour la renouer ? Tous les Français ont-ils encore confiance en la police ? Comment préserver ce lien avec ceux dont la mission est d'assurer notre sécurité alors que les pratiques sont parfois remises en question ? Comment réconcilier police et citoyens ? Bruno Pomar, qu'on connaît bien, président fondateur du Raid Aventure et un des cofondateurs du Raid, est dans notre compagnie. Salut. Les vraies voix Sud Radio. Stéphane Pellet, bonsoir. Bonsoir Stéphane Pellet, bonsoir Aurélie Gros. Bonsoir. Bonsoir Cécile. Non mais on se dit la vérité, j'étais en train de discuter avec Patrick Roger, notre directeur général, donc tout à coup on m'a dit mais je crois que vous avez une émission Madame de Minibus. Ah oui absolument. Que vous avez sprinté par rapport à Florence Griffiths-Joyner au JO de Séoul, elle n'avançait pas par rapport à vous. Pardon, je ne le referai plus. Pardon Stéphane Pellet. Je crois qu'on démarre. C'est pas. Oui, on peut commencer par la justice. Bon, très bien. Alors, vous savez, cette fameuse formule justice partout, justice nulle part, eh bien, en fait, elle vient d'une autre expression plutôt de la fin du 19e, c'était le fameux police partout, police nulle part. Justice nulle part. C'était police partout, justice nulle part. Ah, le slogan de Victor Hugo. Oui, pardon. Il est là, le spécialiste, c'est pas moi. Hein. Vous avez pu vous appuyer sur quelqu'un. Bon, alors, je vais faire mieux que ça encore. J'ai un bouquin à côté, vous allez voir, et il y a une formule que j'adore. La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. Oui. Alors celle-là, c'est pas le Michel Audiard, c'est Michel Audiard. Et en fait, c'est exactement à l'image de ce qui se passe en ce moment. Petit à petit, les Français espèrent beaucoup dans les décisions de justice. On le sait, la société est quand même relativement violente. Il n'y a pas une journée où il se passe pas quelque chose de plus en plus grave. Et on espère beaucoup dans cette justice. Eh bien, en fait, le constat est plutôt alarmant parce que finalement, on ne la connaît pas réellement, cette justice. On ne sait pas comment elle fonctionne. On est souvent sur des batailles au plus haut niveau, puisque c'est les fameux pouvoirs entre eux, et notamment l'indépendance de la justice qui est plus ou moins quand même bafouée par le pouvoir exécutif. Et donc, on est assez heureux qu'une association au plan national soit née il y a quelques années, qu'elle ait d'ailleurs été l'une des fondatrices et cofondatrices du G500, du Sommet citoyen, et qu'elle ait réussi à mettre en place un travail entre les magistrats, les greffiers, les usagers de la justice. Et donc, on est heureux de recevoir Jérôme Posa, parce qu'un bouquin sort... Sur la pédagogie, peut-être ? Exactement, qui va raconter un petit peu mieux, avec un regard croisé de professionnels, comment fonctionne la justice et comment on pourrait, grâce à des solutions proposées par les magistrats eux-mêmes, mais aussi par les usagers et les citoyens, l'améliorer, la faire mieux fonctionner. Voilà, Jérôme... Posa partout, Jérôme Posa nulle part. Jérôme Posa Sud Radio. Jérôme Posa dans Sud Radio. Jérôme Posa, le constat finalement c'était quoi à la base ? À la base, le constat de ce livre, c'est un constat entre l'écart de ce qu'est la justice, ou en tous les cas de ce qu'elle devrait être, et la représentation qu'en a l'opinion publique. Une représentation qui est tronquée, biaisée,
par certains discours qui viennent à la fois des médias, à la fois des politiques, mais également de l'institution. Et donc notre objectif dans cet ouvrage, c'était d'être assez, on va dire, simple dans nos explications, assez pédagogique pour démontrer qu'est-ce qui était dévoyé dans la justice d'aujourd'hui, quels étaient les grands principes qui étaient battus en brèche, à la fois par les médias et les politiques. C'est vrai que, alors, pas de généralisation, hein. Certains médias et certains politiques, bien entendu. Et donc, on a donné beaucoup d'exemples, beaucoup de principes fondamentaux. Suffisamment puissant pour que ça puisse créer le trouble, quand même. Suffisamment puissant pour que ça puisse créer le trouble. Et on est en plein dans le sujet avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, une actualité qui est, ma foi, très chargée en affaires judiciaires, et notamment sur des principes comme la présomption d'innocence, ou, comment dire, le principe de négation pénale, ou le principe effectivement de justice et d'indépendance. Juste, excusez-moi de vous interrompre dans ce beau débat, mais nous avons aussi Laurent Sebag qui est en visio et qui est cofondateur d'Amour de la Justice, qu'on connaît bien. Il était avec nous, avec vous également, tout à fait. Jérôme Posa, lors du G500 à Marseille. Bonsoir, merci en tout cas d'être avec vous. Je vais me tourner vers vous. Quels sont les premiers points sur lesquels vous avez travaillé? Laurent. Voilà. Alors, les premiers points sur lesquels on a travaillé, avant de s'attarder sur le dévoiement, dont parlait très justement Jérôme tout à l'heure, on est parti du tribunal médiatique. Au moment où on s'est penché sur ce sujet, c'était un peu la déviance sociétale qui était celle du moment. On était juste après le syndrome MeToo, on était juste après des plateaux télé sur lesquels on peut vendre la mort de certaines personnes en disant qu'il faut des procès expéditifs, voire pas de procès du tout. Et on s'est dit qu'à un moment donné, il fallait remettre la justice, comme on remet l'église au milieu du village, il fallait remettre la justice à sa place, en indiquant quelle était la mission de chacun. Et donc rappeler que la justice, ça se rend d'abord dans les prétoires et pas sur les plateaux télé, notamment. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Ça, c'est un vrai souci, justement, cette justice des médias, où la justice est déjà rendue, et oui, avant que la justice elle-même ait fait son travail. Tout à fait. On le voit, je pense, là, pour prendre un exemple d'actualité qui peut parler aux auditrices et aux auditeurs, l'affaire dramatique de Crépol, avec ce jeune qui est décédé dans des conditions qui ne sont pas encore explicitées par la justice, et pour cause, il y a une enquête qui est en cours, et pour autant, vous avez vu sur les réseaux sociaux, dans les médias, un déversement d'explications, de vérités toutes faites, alors que pour l'instant, on ne sait pas, et l'explication pourrait être beaucoup plus simple que ce qui a été, on va dire, divulgué à travers les réseaux sociaux, et puis ça déchaîne des phénomènes de retour primitif à une sorte de justice privée. Vous avez vu ces personnes qui sont venues de France et de Navarre. L'autojustice, oui. Voilà, l'autojustice, la vengeance. Donc ça rappelle, on a eu beaucoup d'affaires sur ça. Rappelez-vous, l'année dernière, en 2022, en octobre, ce père de famille qui a été tabassé, l'auteur présumé apparemment de violences sexuelles sur sa fille. Voilà, ou à Nantes, effectivement, les habitants d'un quartier qui ont fait leur enquête eux-mêmes, qui ont été voir les commerçants, prendre les caméras et qui ont retrouvé l'auteur, effectivement, de coups mortels sur une personne du quartier. Et qui l'ont même interrogé. Hein. Tout à fait. Oui. Voilà, on en est là aujourd'hui. Stéphane Pellet. Alors bon, on va développer tout ça, mais premier volet très important, les gens, une partie des gens, malgré ce tribunal médiatique, ont le sentiment que la justice ne va pas assez loin. Ils aimeraient qu'elle soit souvent plus sévère. Ils ont l'impression que on arrête les gens. Je me fais le porte-parole de tout ce qu'on entend, que les gens sont arrêtés, mais finalement ils ressortent très très vite. Jérôme Posa, Laurent Sebag, comment on peut on va prendre un exemple d'un verdict qui a scandalisé la France, un mineur qui traîne un policier sur un refus d'obtempérer sur 20 mètres et qui prend 35 heures de travaux d'intérêt général. Oui. On comprend. Ou alors le type qui se fait cambrioler, qui arrive à immobiliser un de ses cambrioleurs, qui ne lui a même pas foutu une baffe, il l'a simplement immobilisé et qui a été plus condamné que son cambrioleur. Est-ce que vous comprenez que des décisions comme ça horripile les Français? Ça crée de l'injustice pour le coup. Oui. Oui, mais encore une fois, c'est très difficile de commenter ce genre de décision quand on n'est pas dans le dossier. Et le magistrat que vous avez devant vous... un policier sur 20 mètres, c'est quand même grave. C'est quand même grave. Après, je ne connais pas cette décision, mais ça a été rendu apparemment par le tribunal de Nantes.
Le tribunal pour enfants de Nantes, j'imagine, avec toute la spécificité de la justice des mineurs. Mais encore une fois, je vais vous rappeler quelque chose qu'on oublie souvent, c'est le législateur qui fait les lois, c'est le législateur qui fixe les peines, et le juge applique l'éventail de peines qui sont prévues dans le code pénal ou dans le code pénal de justice des mineurs, tel qu'elle a été réformée par Monsieur Dupond-Moretti et la chancellerie. Allez, vous restez avec nous, on fait une petite pause. Jérôme Posac est avec nous, cofondateur de l'association Amour de la Justice, et Laurent Sebag, cofondateur de Amour de la Justice aussi. Vos appels 0826 300 300, vous avez la possibilité de poser des questions. Et comme Bruno Pomar, ancien policier du RAID, est avec nous, Bruno, si vous voulez participer à ce débat, vous êtes les bienvenus. On vous attend, on fait une petite pause. À tout de suite. Bienvenue dans les vraies voix citoyennes. On est ravis de vous retrouver avec cette question, en tout cas cette affirmation. Le taux de confiance dans la justice s'effondre à 44% en 2023. On va en parler avec nos invités. Jérôme Posa est avec nous, cofondateur de l'association Amour de la Justice, et avec son autre cofondateur, Laurent Sebag. Merci d'être avec nous. Et puis, comme vous êtes là, Bruno Pomar, et que vous êtes un ancien policier, vous voyez la justice de l'autre côté. En attendant, avec vous, Jérôme Posa, ce qui est intéressant de comprendre, alors d'abord il y a un constat, et quelles sont les solutions à apporter, parce que c'est bien de constater, mais vous avez aussi travaillé à l'avenir. On fait deux sortes de propositions, des propositions en termes de communication et des propositions institutionnelles. Les propositions en termes de communication, c'est parti sur le constat, encore une fois, qu'on a laissé la place libre, et que si cette société du commentariat s'est instaurée aussi facilement, c'est que la justice a été très taiseuse et peu parlante. On est engoncé dans ce que nous appelons le devoir de réserve, de peur de dire des choses qui vont nuire à notre carrière, de peur de pas avoir une parole libre. Pardon, ça ne vous est pas imposé, c'est de l'autocensure en fait. Ah non, ça nous est imposé. C'est dans le statut organique, nous avons un devoir de réserve, et vous avez vu dernièrement que des politiques veulent éteindre la communication syndicale des magistrats, et d'autres ont rajouté effectivement la nécessité d'impartialité dans notre communication. Donc vous voyez, quand je prends la parole ce soir, je suis soumis à tous ces principes, mais j'aurai pas de langue de bois quand même, je vous rassure. D'ailleurs, montrons ou parlons à nouveau du fait que vous sortez il y a quelques jours, donc ce fameux justice partout, justice nulle part, et que c'est remarquable, votre association et votre livre, d'ailleurs beaucoup de médias en parlent, mais parce que ce sont des magistrats encore, des avocats, des usagers, des greffiers, qui l'ont écrit. Nous ne sommes pas un syndicat, et nous n'avons pas vocation effectivement à concurrencer les syndicats qui font très bien leur travail. Nous sommes un rassemblement de professionnels de la justice, et l'idée c'est de remonter sur la place publique des idées qui viennent du terrain. Encore une fois, je vous parlais de communication. On prône effectivement la création d'un magistrat spécialisé dans la communication judiciaire. Donc dans chaque tribunal, dans chaque cour d'appel, un magistrat qui aurait vocation à expliquer et à faire de la pédagogie à chaque affaire, chaque délibéré, pour un porte-parole en fait. Effectivement, une sorte de porte-parole. D'ailleurs, vous avez vu, les grandes instances judiciaires commencent à communiquer par des communiqués, le Conseil supérieur de la magistrature, les grandes cours d'appel, et donc on pourrait imaginer dans chaque établissement judiciaire un communicant. Laurent Sebag, ce serait ça le premier besoin, un communicant dans chaque cour grand tribunal, c'est ça en fait, TGI, etc. Oui, après on peut réfléchir à l'échelle à laquelle on le trouve, mais en tout cas une chose est sûre, c'est qu'à l'heure actuelle, la communication institutionnelle, elle est fixée que par un article du Code de procédure pénale, qui est l'article 11, et qui donne la prérogative de la communication exclusivement au procureur de la République. Or, vous savez que, la justice française, elle est essentiellement pas pénale, c'est la justice civile du quotidien qui intéresse tous les Français, parce que fort heureusement, tous les Français n'ont pas affaire à la justice pénale. Et deux, la question se pose de savoir si à un moment donné, quand c'est le siège qui est en charge de mener des investigations pénales notamment, est-ce qu'il paraît bien logique que ce soit le procureur qui continue de s'exprimer, alors que on en dit ce qu'on veut, son indépendance est remise en question, ne serait-ce que par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça pose des tas de questions éthiques au-delà de celles de la communication, mais c'est un premier angle d'approche. Mais Laurent Sebag, comment c'est perçu je vous coupe. Comment c'est perçu cette première idée au sein de votre institution? C'est perçu comme étant quelque chose qui est un peu dangereux, puisqu'effectivement ce devoir de réserve nous astreint à jouer sur du velours, c'est-à-dire qu'on peut dire un certain nombre de choses et on ne peut pas tout dire. Donc c'est vrai que c'est un exercice très compliqué, et c'est la nature humaine, devant la complexité des choses, on a tendance à prendre la fuite. Mais à un moment donné, le problème c'est que la fuite laisse une place béante, et que la communication judiciaire, eh bien, elle finit par être faite par ceux dont ça n'est pas le métier,
qui ne la connaissent pas et qui forcément la font mal. Justement. L'ancien policier d'élite, Bruno Pomar, voulait réagir. Oui, justement, l'important, c'est de mettre un correspondant en communication, comme il y a au ministère intérieur, comme il y a dans la gendarmerie nationale. Mais est-ce que vous ne pourriez pas rajouter un point dans le travail que vous faites, qui me semble intéressant, c'est une inspection générale de la justice, mais une vraie inspection générale de la justice. Parce qu'actuellement, on tape beaucoup sur la police nationale, avec l'IGPN qui ne fait soi-disant pas son travail. Pourtant, à la tête de l'IGPN, Darmanin a mis une magistrate. Ça serait peut-être intéressant qu'on mette une inspection générale de la justice avec à la tête un haut fonctionnaire de la police. C'est une question. Alors, pourquoi pas créer une inspection générale qui soit une autorité indépendante aussi, on peut y penser. On en a un inspecteur général, on en connaît. Vous voulez réagir, Stéphane Pellet ? Non, mais moi je voulais dire, puis après on va vous demander aussi votre volet institutionnel de mesure, mais il y a un exemple que je trouve extrêmement bien expliqué dans ce livre et très éclairant. C'est cette histoire de la présomption d'innocence. Ça a été inventé, je le sais, par une garde des Sceaux que je connais très très bien dans les années 2000. C'est Elisabeth Guillou. Cette protection est très importante puisqu'en effet, ça évite qu'on se rue sur les gens et qu'on les croit tout de suite coupables quand quelque chose est mis en route. Mais par contre, la plupart des gens du tribunal médiatique, ils font quelque chose de très habile, c'est qu'ils disent à partir de là, mais non, la personne est donc innocente. Mais non, elle est présumée innocente, mais elle n'est pas forcément innocente parce qu'en effet, il y a un ensemble de faits concordants qui font qu'un magistrat a pris cette décision très très lourde d'une mise en examen. C'est ça. Et on joue on joue plus que sur les mots, c'est-à-dire il y a une protection derrière laquelle on se drape et d'un coup, bien sûr, toute personne est... Je vais vous dire avec l'affaire Naël. Avec le policier Florian. C'est un cas d'école, ça. Avant tout ça, justement, ce qu'on appelle dans le livre la négation de la mise en examen, c'est-à-dire de considérer que la mise en examen est un simple acte administratif ou une modalité d'accès de l'avocat de la défense à un dossier. Non, la mise en examen, c'est quelque chose qui est engageant. Comme l'a dit Stéphane, ce sont effectivement des indices graves ou concordants qui sont mis sur la personne qui est placée en mise en examen. Et la personne qui finalement a un petit peu dévoyer cette notion de mise en examen, paradoxalement, c'est notre chef de l'État qui est pourtant garant de l'indépendance de la magistrature et qui, dans l'affaire du pont maritime et dans d'autres affaires, effectivement, est venu un petit peu mettre à mal cette notion de mise en examen. Et vous voyez, dans l'oreille de l'opinion publique, ça veut dire que, bon oui, c'est une mise en examen, c'est pas grand-chose, il est innocent. C'est différent. La présomption d'innocence est à relier avec la mise en examen et c'est quelque chose qui est très, très, très subtil et qu'il ne faut pas banaliser comme ça a été fait, effectivement, à longueur de temps par certains médias et certains politiques, puisque vous avez vu que malheureusement, dans toutes ces affaires médiatico-politiques, effectivement, cette notion est dévoyée à dessein pour justement protéger l'image publique des personnes qui ont affaire avec la justice. Laurent Sebag, allez-y, Laurent Sebag. Je peux ajouter juste pour compléter que cette même présomption d'innocence ne doit pas être sacralisée. C'est-à-dire que on ne peut pas non plus se réfugier derrière elle systématiquement pour dire circuler, il y a rien à voir. On peut pas questionner, on peut pas interroger, ou on peut pas même se questionner sur la nécessité, par exemple, de rester sur un poste. Quand on pose aujourd'hui la question à un ministre de savoir si, selon la jurisprudence Bérégovoy-Balladur, il doit quitter son ministère le temps d'une instruction préparatoire ou d'une information judiciaire, ça n'est jamais remettre en question la présomption d'innocence. À aucun moment, quand c'est suggéré dans cette jurisprudence, il est dit c'est parce que vous n'êtes pas présumé innocent que vous devez quitter votre ministère pour l'instant. C'est la question que je voulais poser, Laurent Sebag, parce que tout le monde demande la démission, mais juste la mise en retrait, on est d'accord ? Ce qui est possible. Juste la mise en retrait, mais même la mise en retrait elle-même n'est pas une façon d'attenter à la présomption d'innocence. C'est au contraire, me semble-t-il, un moyen de préserver les équipes qui sont autour, j'allais dire du ministre ou des ministres concernés, parce que ça concerne assez souvent des ministres. C'est une façon de préserver l'équipe gouvernementale. Donc, en la sacralisant, on risque de porter atteinte à une stabilité gouvernementale. Alors, vous aviez parlé, Laurent Sebag, Jérôme Posa, de mesures que vous proposiez. Si vous nous en proposez une, choc sur le plan institutionnel, ce soir. Laurent, à toi l'honneur. Une choc, ce serait... alors, elle serait assez longue à expliquer, mais je vais la résumer sous un acronyme de quelques lettres qui s'appelle DNAP. C'est ce qu'on appelle le directeur national de l'action publique. C'est-à-dire qu'on ferait une véritable un bouleversement organisationnel de la politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne confierait plus la définition d'une politique pénale nationale à un gouvernement, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, on a
on a un poids de la représentation de l'exécutif et d'un homme en particulier, le chef de l'État. Et donc, pour que la politique nationale pénale soit vraiment définie par la souveraineté populaire, eh bien, on confierait cet exercice-là à un organe qu'on créerait qui serait indépendant, qui répondrait de sa responsabilité devant le Parlement, et qui, avec la confiance des Français, proposerait la conduite de cette politique. Mais vous avez parlé, évidemment, il en répondrait devant eux. Vous avez parlé de souveraineté populaire. Aux États-Unis, les juges sont élus dans nos nombreux États. En France, on élit, je sais pas moi, les juges prud'homaux, les juges au tribunal de commerce. Est-ce qu'il ne faudrait pas élire les juges? Parce que le pouvoir exécutif est élu, le pouvoir législatif est élu. Pourquoi pas le pouvoir judiciaire? Parce que nous ne sommes pas un pouvoir. Jusqu'à présent. Et c'est une autorité. C'est une autorité. Ça a été voulu par le général de Gaulle, ça a été voulu par Michel Debré, ça a été fait en réaction aux justices qui ont été rendues par les parlements avant la Révolution, et puis ça a été fait un petit peu en répression de ce qui s'est passé sous Vichy, puisque la magistrature n'a pas brillé effectivement par ses actes de résistance, et derrière, le pouvoir exécutif a décidé que la justice ne serait pas un pouvoir et que ça resterait une autorité judiciaire. Et Emmanuel Macron l'a réaffirmé à plusieurs reprises, il ne veut pas que la justice soit un pouvoir. Alors que nous demandons effectivement à ce que nous soyons un pouvoir et que nous ayons à rendre des comptes et que nous soyons responsables. On peut vous élire. Mais l'élection viendrait s'entrechoquer avec l'impératif d'impartialité. Comment voulez-vous être impartial si vous êtes élu et que vous devez effectivement votre légitimité à des électeurs? Bon, donc c'est ça la définition de l'amour de la justice, vous voyez. C'est le nom de l'association de Jérôme Posa et Laurent Sebag. Eh ben, Laurent Sebag et Jérôme Posa, puisque la police est venue s'intercaler dans votre débat, eh ben, vous pourrez vous intercaler dans celui de Bruno Pomar dans quelques instants. Sans le mettre en examen quand même. Avec ce chiffre aussi de 57% des Français qui éprouvent un sentiment de confiance ou de sympathie à l'égard de la police. On en parle dans quelques instants, à tout de suite. Et chaque semaine, le G500, Aurélie Gros et Stéphane Pellet nous mènent vers des sujets passionnants, d'engagement, de changement de paradigme. En fait, on a une vision un petit peu différente de ce qui se passe sur certains sujets. Et là, en l'occurrence, de grosses institutions, la justice d'un côté, la police de l'autre. Et nous étions avec Laurent Sebag, cofondateur de Amour de la justice, avec l'autre cofondateur, Jérôme Posa, qui sont magistrats, et la police. Aujourd'hui, c'est un sujet important, on en parle beaucoup, 57% des Français qui éprouvent un sentiment de confiance ou de sympathie à l'égard de la police. Et pour en parler, vous le connaissez bien, Bruno Pomar, président fondateur du RAID Aventure, un homme d'engagement sur le terrain. Merci d'être avec nous, Bruno Pomar. Merci. Eh bien, oui, on a choisi de mettre en lumière Bruno Pomar, parce qu'aujourd'hui, on parle de 57% de confiance, mais ça veut dire 43% de personnes qui n'ont plus confiance en la police, qui est un chiffre dramatique. Et on le disait hors plateau, on allait dans les écoles à l'époque voir les petits-enfants ou dans les collèges, on disait, tu voulais faire quoi plus tard? Pompier, policier. Aujourd'hui, on ne l'entend plus. Donc Bruno a fêté en 2022 les 30 ans d'existence du RAID Aventure Organisation, qui est une association qui souhaite remettre du lien, notamment avec la jeunesse, qui porte beaucoup de combats au-delà de ça, et que c'est vrai que le G500, nous, on trouve ça intéressant quand il y a des belles actions comme celle-là qui se font dans les territoires, et quand on voit qu'on est dans une période où on a un respect quand même des institutions qui est relativement écorné. Je pense qu'il est important aussi d'entendre les belles actions que mène la police. Donc Bruno, c'est à vous. Racontez-nous votre aventure, la création. Tout. Oui, vous la connaissez bien, vous, Aurélie, cette aventure, puisqu'elle est née dans l'Essonne. Mais je vais rassurer nos amis de la justice, parce que je travaille beaucoup avec la justice. J'ai signé une convention il y a un peu plus d'1 an avec Éric Dupond-Moretti, où je prends en charge beaucoup de jeunes qui sont sous main de justice avec la PJJ, la Direction nationale de la PJJ. Protection judiciaire de la jeunesse. Oui, excusez-moi. Où on prend en charge des jeunes, où on mixe des éducateurs spécialisés, ça c'est du nouveau, c'est quelque chose d'exceptionnel, avec des policiers. J'ai 350 policiers bénévoles qui travaillent dans ma structure à retravailler le lien avec cette jeunesse, avec la population tout simplement, parce que, comme tu le disais à l'instant, c'est vrai que, évidemment, la police parfois est vilipendée, elle est critiquée, mais elle est quand même aimée, de façon générale. Il y a des tendances, comme on dit, mais on est quand même très aimé par la population. Et nous, on s'évertue évidemment avec RAID Aventure, comme on l'a fait d'ailleurs aujourd'hui. On a été reçu au ministère de l'Intérieur
pour présenter une pièce de théâtre aussi qui se distribue un peu partout en France sur les violences faites aux femmes. Je l'ai vu. Voilà. Ah, vous étiez ? Je l'ai vu, ouais, je l'ai promu sur Metz. Cool. Bon, voilà, donc c'est un travail qu'on fait avec 350 policiers très engagés, et pour nous c'est essentiel. D'abord travailler main dans la main avec les services de la justice, parce que la PJJ fait un travail formidable, très difficile, de plus en plus difficile, et cette transversalité, on la trouve avec des policiers qui vont travailler au contact de ces jeunes, et de ces jeunes qui sont sous main de justice. Et également, un deuxième travail que l'on fait aussi, sur les réparations pénales, courtes. Donc on signe une convention, là très bientôt d'ailleurs, pour accueillir des jeunes qui seront, et là on parle de sanctions rapides, c'est-à-dire dès que le jeune a fait une connerie, bim, ça tombe tout de suite. De 1 à 3 jours, vous allez me dire c'est que de 1 à 3 jours où on va faire des stages de citoyenneté, mais qui seront faits effectivement. C'est les profs qui nous envoient les jeunes en séjour, je dirais, pour travailler un petit peu la citoyenneté et le comportement. Et aujourd'hui, ces 350 policiers bénévoles, ils sont issus de quel secteur de la police ? Parce que c'est beau, 350 policiers, quel service, c'est énorme. C'est énorme, ça veut dire que, au-delà de la difficulté qu'est la mission de policiers, ils sont des compagnies d'intervention, ils sont des CRS, ils sont gendarmes aussi, ils sont des BAC, ils sont de tous les services possibles. Ça a même étonné le ministre de l'Intérieur d'ailleurs, qui nous soutient beaucoup dans cette action. Je les ai de tous les services partout en France, et on est en train effectivement de faire un très beau travail au sein même des quartiers les plus difficiles, les quartiers de reconquête républicaine, comme on dit. Et c'est un vrai maillage territorial en fait. Ah, mais c'est super ce que font nos policiers, on peut le dire. On va au contact de la population, on va travailler avec ces jeunes pour expliquer tout simplement notre métier, parce que de quoi parle-t-on dans toutes les problématiques de notre société ? On parle d'éducation à la base, on parle de la famille, mais on parle aussi du rôle des associations. Je dis toujours, j'aime bien cette phrase, moi, les associations, on est les amortisseurs des mots MAUX de la société. Si on n'était pas là, et malheureusement, on n'a pas assez d'associations, je pense que la société irait bien plus mal. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir des structures comme la mienne, mais comme plein d'autres qui font un travail formidable. Je pense à Graines de France, je pense Tous Unis, qui font un travail formidable d'aller au contact des jeunes, et surtout de travailler ce lien police-population qui me semble essentiel pour la cohésion sociale. Moi j'ai une question pour vous, Bruno Pomar. Vous savez quand même qu'il y a un directeur départemental de police de la sécurité publique. De la sécurité publique, un DDSP, qui a perdu son poste parce que les policiers jouaient au foot. Vous savez, c'était du côté de Toulouse. Il s'appelait Jean-Pierre Avrin. Un copain, donc tout à fait, je connais bien. C'était qui était maire adjoint de Toulouse. De très très bien. Jusqu'où faut-il ne pas aller, comme on dit ? Alors, les erreurs, ils en commettent tous, les ministres intérieurs. Sarkozy en avait commis une, il en a commis une avec ça, et une deuxième avec la police de proximité. On pourra en parler si vous voulez. C'était une bêtise, c'était une erreur. Moi, je lui ai dit, puisque j'étais assez proche de lui, bon, c'est comme ça, c'est passé. Je trouve qu'on a perdu beaucoup, oui, effectivement, de ce qu'avait... De ce lien. De ce lien, oui. Mais on est en train de rattraper, très sincèrement. Moi, je peux vous assurer que ce soit avec Agresti-Roubache, que ce soit avec Prisca-Thévenot, puisque je travaille beaucoup avec le SNU, et les établissements publics d'insertion dans l'emploi. C'est aussi des structures qui travaillent pour la jeunesse. On n'est pas les seuls. Hein. Nous, on travaille au carrefour de tout ça, et le ministre de l'Intérieur me donne, je dirais, carte blanche, et le directeur général de la police nationale, pour justement faire ce travail de proximité. On revient, on a perdu du temps, mais on y revient, on travaille avec acharnement. C'est quoi le retour des ados, des enfants avec lesquels vous travaillez aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'ils vous disent en fait ? Quand on va dans les quartiers, c'est simple. Hein. Environ 70 000 enfants passent entre nos mains, je dirais. De quel âge à quel âge ? Ça peut aller de 10 ans jusqu'à 17-18 ans. D'accord, jusqu'à la majorité, quoi. Oui, mais même les plus petits, il faut travailler sur la pédagogie, c'est important. Et je peux vous assurer que partout où on passe, dans des quartiers très difficiles, je vais bientôt à Marseille mettre en place un gros plan d'action, je peux vous assurer que quand on arrive dans ces quartiers, même si c'est pour passer une journée, vous entendez, une journée, les familles viennent nous voir. Les gosses sont heureux de voir des policiers en tenue, gendarmes, policiers municipaux aussi, etc. Les seuls, évidemment, qui nous dénigrent et qui nous font beaucoup de mal, c'est, encore une fois, malheureusement, ces individus de la France insoumise qui viennent même sur nos dispositifs essayer de faire un peu de prosélytisme anti-flic. C'est terrible. Ah oui. Oui, c'est terrible. Oui, c'est terrible. Oui. C'est-à-dire que je vous dis ça parce que vous savez que alors qu'on ne devrait pas politiser en fait. Mais c'est terrible. C'est terrible. Je l'ai eu à Toulouse. Vous voyez, des gens qui sont venus sur notre. On était aux Isards, qui est un quartier avec les mamans. Quartier difficile, Toulouse Nord. Il y avait plein de policiers, plein de familles, les enfants. On faisait un moment terrible, super. Et on a 4 Zoulous là venus de la France insoumise parce qu'ils ont été interpellés, qui venaient distribuer des tracts. Sur les tracts, vous savez ce qu'il y avait marqué ? La police tue, la police viole.
Oui, et en plus l'actualité n'aide pas. On a eu les émeutes. Vous avez senti que la situation avait changé. Et je pense que des dispositifs comme celui-là, vos séjours, tout ce que vous proposez, les stages, anti-RIX, etc. Oui, je pense que c'est des pratiques qui peuvent tout à fait aider. Des bootcamps. On va à Nanterre faire des bootcamps avec des gosses, avec les sportifs de haut niveau de la police. On travaille, on est en train de combler ce fossé. Et malheureusement, certains essaient de creuser pour éviter qu'on comble tout ça. Mais on ne lâchera pas parce qu'on sera plus fort. On fait une petite pause, Bruno Pomar. Merci en tout cas. Vous restez avec nous si vous avez des questions. 0826 300 300. On reste ensemble avec Stéphane Pellet, Aurélie Gros, le G500 jusqu'à 20h. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Pourquoi on a attaqué des sapeurs-pompiers? Ils ne contrôlent personne. Ils sauvent tout le monde. Pourquoi on a attaqué des polices municipales? 78 postes de police municipale. Les polices municipales ne sont pas sur la même consigne que pour la police ou pour la gendarmerie nationale. Pourquoi on attaque des élus? Est-ce que ces élus ont tutoyé ces délinquants? Ont-ils été particulièrement discriminants? Pourquoi ont-ils attaqué des médiathèques, des écoles? Pourquoi ont-ils pillé des commerces? Ne trouvons pas des excuses toujours dans le comportement de la police. Si elle doit se réformer, Monsieur Durin, et je sais que je parle à un républicain, elle doit aussi d'éviter être un bouc émissaire pour se poser les bonnes questions. Et donc 57% des Français éprouvent un sentiment de confiance ou de sympathie à l'égard de la police. Avec nous pour en parler, Bruno Pomar, président du RAID Aventure. Désolé, j'avais une question à nos amis magistrats. Est-ce que la police est un bouc émissaire? Jérôme Posa qui est avec nous. Jérôme Posa et Laurent Sebag, quand vous entendez ce discours. Alors, je ne sais pas si la police est un bouc émissaire. En tous les cas, elle pâtit d'une absence et d'une crise de confiance dans ces institutions, au même titre que la justice, au même titre que le politique. C'est vrai qu'il est difficile d'être policier aujourd'hui. Et qu'on doit saluer l'initiative de Monsieur Pomar là, qui est en face de moi, et notamment des 350 bénévoles qui essayent d'œuvrer pour restaurer l'image de la police. Donc là encore, le tribunal médiatique passe et vous avez une représentation effectivement de la police qui sont la police tue, la police viole, et on essaye d'essentialiser comme à chaque fois, comme on le fait avec les magistrats. Un magistrat, vous savez, aujourd'hui c'est un gauchiste laxiste. Voilà, un policier c'est un tueur facho. Bon, vous voyez, donc on essaye de déconstruire et voilà. Donc oui, la police est bouc émissaire, mais au même titre que les autres institutions. Ce qui est dingue, c'est que Laurent Sebag, c'est jamais la faute des mises en cause. C'est toujours ou la justice ou la police, en fait, le problème. Disons qu'on n'est pas dans une culture de l'éducation, donc forcément, à partir du moment où vous demandez à un individu, quand il sort de chez lui, qui peut être responsable de ses actes, il a tendance à penser qu'en réalité c'est le monde extérieur qui l'agresse et qui finalement il est à l'origine de rien. Bon, il faut de toute façon reprendre les choses à la base. Et la base de l'éducation, c'est vraisemblablement d'abord la famille, l'entourage proche des individus. Et c'est vrai que si on démarre avec une mauvaise éducation, c'est déjà compliqué d'essayer de trouver des repères à l'extérieur, sachant qu'après on les cherche à l'école et que l'école manque réellement de moyens, est en difficulté aussi et donc a pas forcément les moyens de remplir sa mission, au-delà de ce qu'on lui demande d'ailleurs de ne remplir, qui ne relève pas de sa mission. Donc c'est vrai qu'il faudrait sans un discours trop rétrograde et trop conservateur, expliquer que chacun doit reprendre sa place pour que les choses aillent un peu mieux. Je précise, si vous me permettez également, pour rebondir sur les propos de Jérôme, concernant le fait que la police soit un bouc émissaire. La police, c'est le symbole du maintien de l'ordre. Il n'y a personne d'autre qui maintient l'ordre à la place de la police. Et peut-être aussi qu'à un moment donné, elle est perçue comme l'exécutant d'un pouvoir politique et que peut-être de la violence qu'elle soit un bouc émissaire et peut-être le fait qu'on considère que nos décideurs publics manquent à leur exemplarité parfois. Et donc, c'est l'exécutant qui en fait les frais bien souvent. Aurélie Gros, on entend la police qui a des problèmes, la justice qui a des problèmes, l'école, c'est ce que disait Laurent Sebag, qui a des problèmes. Est-ce qu'on n'est pas quelque part, vous qui aimez la chanson française, dans le SOS d'un régalien en détresse? C'est un peu ça, mais la santé a des problèmes. En fait, toutes les grandes politiques publiques, et souvent on le voit dans l'émission, mais il y a des associations qui résoudent une partie de ces problèmes-là. Et justement, moi j'avais une question sur les 350 bénévoles, parce que moi ça m'impressionne. Ces personnes, quand elles s'engagent dans les associations, quand elles viennent à vos côtés, elles ont une décharge particulière pour cet engagement citoyen, ou elles posent des congés
Voilà, parce que ça, c'était une des questions qu'on avait posées à une autre association de policiers, et ils étaient obligés de poser des congés, on leur laissait pas de temps de décharge, et je trouve que l'engagement dans une association pour faire du bien à une institution, c'est quand même quelque chose de beau. Que pensez-vous de cela, monsieur Alors, je vous réponds, ma chère Aurélie, c'est que oui, j'ai des décharges pour les fonctionnaires. Alors, il y a beaucoup de fonctionnaires qui prennent sur leur temps, des bénévoles. Mais par contre, le directeur général de la police nationale m'a donné 300 jours. Oui, c'est pas rien, on va m'en donner même plus, parce qu'effectivement, on a Raid Aventure a intégré, je dirais, ce label de police de proximité dont tout le monde a envie, et c'est vrai que moi je le dis toujours, c'est une nouvelle forme de police de proximité, qui n'est pas la même évidemment, mais voilà. Donc effectivement, le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin, comme le directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, m'octroient des jours pour pouvoir compenser un petit peu le temps que passent nos policiers sur nos journées, parce qu'il y a beaucoup de journées, puisqu'on est dans 160 villes présentes, donc c'est pas rien. De toute tendance politique, je précise. Bruno Pomar, est-ce que c'est pas comme la justice? Est-ce qu'on n'a finalement pas besoin de voir et de regarder votre façon de travailler? C'est-à-dire que quand on a des grands événements très dramatiques, comme des attentats, où on voit la police en direct à la télévision progresser et finalement pour essayer au secours de tous, là forcément la police est applaudie, puisqu'on les voit travailler, et souvent le reste du temps on les voit pas travailler, et on ne leur donne que des tâches qui ne devraient pas être à la police. On devrait peut-être arrêter les amendes avec la police, on devrait justement peut-être séparer ces sujets. Je pense qu'on évolue. D'abord, la loi d'orientation et de programmation du ministère intérieur a apporté beaucoup de choses, au-delà du matériel, etc. Mais dans la mission de police, il y a beaucoup de choses qui se font avec les polices municipales. Ce sont de véritables partenaires. Avant, on n'était pas opposés, mais on était un petit peu à distance, la police municipale. Maintenant, on a autant besoin, parce qu'ils rencontrent autant de problèmes que les policiers. Le travail que font les policiers municipaux est important pour nos policiers nationaux. Ça, c'est important. Mais à côté de ça, il va falloir peut-être mettre en place, et ça a commencé, je pense au GPIS, par exemple. C'est des groupements de gardiens, je dirais, assermentés, qui travaillent sur tout ce qui est incivilité dans pas mal d'arrondissements de Paris, et qui évitent aux policiers de traiter un trop grand nombre d'incivilités. Donc vous voyez, petit à petit, il y a tout un tas de dispositifs qui se mettent en place, qui permettent d'alléger, je dirais, les tâches de la police, malgré qu'elles soient exponentielles dans tous les sens, entre les violences faites aux femmes, entre les cambriolages, entre les vols, enfin bref, tout ce qu'on peut savoir, tout ce que traitent les 4 millions d'interventions que font nos policiers par an, c'est encore une fois exponentiel. Mais encore une fois, à côté de ça, on arrive à décharger la police, parce qu'on a par exemple les polices municipales, pas partout, mais où elles sont présentes, qui nous aident beaucoup dans les missions. Une question. On voit que la France est très fracturée, vous qui allez dans les quartiers, notamment depuis les émeutes du début de l'été dernier. Quelle est la situation, vous qui allez beaucoup dans les quartiers en difficulté avec le Raid Aventure? Mais moi je vous dis... Est-ce que la France est si fracturée que ça? C'était notre premier débat d'ailleurs dans Les Vraies Voix à 17h30 dans le grand débat. Écoutez, c'est un élément que reprennent les médias à longueur de journée. Pour y être souvent dans les médias, je vois bien. Moi, je suis de naturel très positif, et j'y vais souvent dans ces quartiers. Effectivement, il y a des trafics de drogue. Effectivement, il y a des dégâts. On l'a vu avec des utilisations d'armes, etc. Mais ça tient sur des minorités d'individus, de 50 à 100 individus par grande cité. Si on mais des minorités agissantes. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Mais dans ces quartiers, il y a des milliers de personnes qui vivent. Moi, je les vois travailler normalement, comme vous et moi, et des enfants qui vont à l'école normalement. Donc tous ces gens-là, il faut les protéger, et il faut arriver à trouver des réponses pénales et pratiques, je dirais, sur le terrain, pour arriver à endiguer ces problèmes de stupes, de prostitution, mais en particulier les stupes qui gangrènent nos quartiers. Je pense qu'on est en train d'avancer, que le ministère de l'Intérieur fait un boulot énorme, puisqu'on a créé de nouvelles CRS, on a créé de nouveaux OPJ, puisque les gardiens de la paix vont être officiers de police judiciaire. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en train de transformer, mais c'est vrai qu'on a perdu du temps, et que la délinquance en matière de stupes est devenue exponentielle en peu de temps, en quelques années. Donc c'est un très beau message ce soir, ça serait plutôt justice partout, police partout, mais chaque fois dans la proximité, parce que c'est ça que vous nous dites, Bruno Pomar, et que d'une certaine manière nos amis de magistrats nous ont dit ce soir, il faut expliquer, il faut arrêter d'en passer simplement par ces espèces d'émissions un peu tribunal médiatique, et qu'on voit que vous faites un vrai travail dans les quartiers auprès de proximité. Des associations. La solution, elle est là. La sécurité globale, vous savez, cette fameuse loi qu'a voté Jean-Michel Fauvert, qui a fait voter Fauvert et Toureau à l'Assemblée nationale, la sécurité globale, c'est l'affaire de tous, de la justice, de la police municipale, des bailleurs sociaux, des élus
qui ont un rôle essentiel, des associations, enfin de tous ceux qui travaillent pour la société tout simplement. Et si tous ensemble on arrive à travailler, je peux vous assurer qu'on peut trouver des solutions, j'en suis persuadé. Petite dernière question, très rapidement, est-ce que le fait de mettre en place des réservistes citoyens, opérationnels, ça aussi ça peut influencer? Ah mais totalement, d'abord ça va alléger, vous me posiez la question tout à l'heure des missions de la police, ça va alléger nos policiers, donc réservistes gendarmerie, il y en a 30 et quelques mille, un peu moins dans la police, les réservistes de la garde nationale, de l'armée aussi, tous ces gens-là, c'est de la société civile, se mettent aux côtés de la police, du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Défense pour apporter des réponses. Jérôme Posa voulait dire un mot, mais 10 secondes. Juste un petit bémol à ce que disait M. Pomar, elle est sur la réponse, la réponse à la délinquance n'est pas que pénale. Et Laurent l'a déjà esquissé, si on veut régler les choses, il y a aussi en amont, il y a des politiques publiques effectivement à soigner, à confectionner. On ne peut pas attendre de la justice qu'elle répare tout. Merci beaucoup messieurs, merci Jérôme Posa et Laurent Sebag, cofondateur de Amour de la Justice. Merci beaucoup Bruno Pomar d'avoir été avec nous, président fondateur du RAID Aventure. Je vous incite à aller voir sur leur site internet et d'aller regarder leurs travaux, et c'est intéressant, et si vous voulez vous engager, forcément il y a des choses à faire. Il y a aussi les uns les autres peut-être des dons à donner, parce que tout ça nécessite aussi un peu de sous parfois pour se déployer. Merci beaucoup Aurélie Gros d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Stéphane Pellet. Ça s'appelle le G500, c'est pareil, je vous incite à aller voir sur leur site internet. Et merci d'avoir préparé cette émission. On se retrouve demain à 17h avec Philippe David. Oui, on se retrouve pour les vraies voix, mais tout de suite, Sud Radio à votre service, et ensuite les essentiels de Sud Radio. Merci à notre super équipe, et on vous retrouve demain à 17h. Salut!